Salut à tous et bienvenue pour la quatrième et dernière partie de mes tops de l'année 2017. Aujourd'hui pour cette dernière partie, donc après avoir exploré mes 10 jeux vidéo préférés de l'année, mes 10 comics préférés de l'année et mes 10 films préférés de l'année, on va s'attacher à un point très important de mon temps libre, de ce que j'aime en culture, des œuvres que j'adore, c'est les séries télé. Donc pour les séries télé, ce sera un classement un peu particulier, ce ne sera pas un top 10, ce sera un 2x5. Pourquoi 2x5? Parce que je vais d'abord revenir sur les 5 nouvelles séries que j'ai aimées de 2017, les 5 séries préférées qui ont été lancées cette année, même si j'en ai vu plus que ça, j'ai vu beaucoup de séries. C'est d'ailleurs les séries qui sont un vrai tue le temps pour pouvoir lire des comics, regarder des films ou même jouer aux jeux vidéo, parce que avec ma chérie Madame Patachou, on passe énormément de temps à regarder les séries, hein, quand on a du temps libre. Sans les enfants, on regarde beaucoup de séries. Plus que des films notamment. Et donc du coup, il y aura donc les 5 nouvelles séries de l'année 2017 et aussi mon classement des 5 séries, des 5 saisons pardon, de séries qui ont déjà commencé les années d'avant. Et oui, parce que comme vous êtes, je pense que vous êtes d'accord avec moi, si vous regardez des séries, les séries ont souvent un nivellement plus ou moins bon selon les saisons. Une série peut être vraiment géniale à la saison 1 et se casser totalement la gueule à la saison 2, ça c'est déjà vu plein de fois, voire même plus tard. Ou à l'inverse, des séries peuvent démarrer très lentement et exploser vraiment sur la suite. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai préféré couper ce classement en 2 parties. Autour de moi, comme vous voyez, j'ai quelques intégrales de séries. Parce que je suis, comme je vous ai dit, je suis un sérivore. Mais je n'achète pas les coffrets de séries avant qu'elles soient disponibles en intégrale. Pour plusieurs raisons. Déjà, dans une collection, c'est plus joli les versions intégrales. Là, notamment, vous avez Lost. J'en reviendrai, je ferai sûrement une vidéo sur mes collections de coffrets de séries pour vous montrer un petit peu. Mais là, par exemple, vous avez Lost, Les Sopranos. Sur écoute, même si sur écoute c'est en DVD comme les Sopranos, donc ça me donne envie de changer pour la version Blu-ray, mais bref. Et sur écoute c'est donc The Wire, pardon, en VO, Rome, mais je préfère parce que quand on n'a pas les coffrets, ça fait plus de bordel et souvent les coffrets sont plus jolis. Là vous voyez pour Lost, c'est un coffret vraiment exceptionnel et j'aurais pas eu le même si j'avais pris les saison après saison. En plus de ça, on n'est jamais à l'abri qu'une saison se termine avant sa vraie fin. Donc elle peut faire un gros bid à la saison 1 ou à la saison 2 et donc du coup je vois pas vraiment l'intérêt de revenir plus tard sur une série qui n'est pas terminée. Déjà c'est assez frustrant quand on le regarde la première fois, mais pour moi une série pour vraiment avoir marqué dans le temps, il faut qu'elle ait un début et une fin. Donc voilà, ça c'était un bref retour rapide. Là vous avez autour de moi, je vous en parle parce que pour vous donner un peu mon goût des séries, c'est pour moi les séries, je suis ouvert à toutes les séries, hein. J'ai même regardé des séries de super-héros, même si j'ai lâché Arrow, Flash. Mais pour moi, vraiment les plus fortes séries, c'est vraiment les séries HBO. Là, vous voyez Soprano, qui est pour moi la meilleure série de tous les temps. C'est la série de toute façon qui m'a fait aimer les séries télé. C'est la première que je suivais chaque semaine de façon hebdomadaire. Je téléchargeais les épisodes sur internet. On va me dire oui, blabla, c'est pas bien. Mais quand on n'a pas HBO en France, on n'a pas le choix. Et c'est vraiment la première série. The Wire ensuite, que j'ai découvert un peu sur le tard, The Wire, je le reconnais. On en parlait depuis des années, je prenais le temps d'attendre, je sais pas pourquoi j'attendais et après j'ai dévoré quasiment un seul coup. Et Rome qui est une série historique exceptionnelle, vraiment ça c'est du gros niveau. Mais j'aime aussi les séries plus grand public, même si ça bon c'est pas non plus le truc strictement confidentiel, comme Lost qui a été une série que j'ai vraiment suivie de manière religieuse semaine après semaine. Même si je fais partie des gens qui n'ont pas aimé la dernière saison. Et oui, je suis en train de me faire des ennemis, je n'aime pas du tout la dernière saison. Elle gâche pour moi la série. Je sais que Lost n'est pas que les mystères, c'est aussi beaucoup les personnages. Mais bon, c'est pas non plus d'un peine de faire n'importe quoi à la fin. Mais Lost, ça reste quand même une série très importante pour moi. J'ai un vrai amour pour les personnages de cette série. Enfin bref, on y reviendra sûrement un jour dans une autre vidéo. En attendant, on va commencer tout de suite le top 5 de l'année 2007 qui a été une saison encore exceptionnelle pour les séries. Déjà les années précédentes, 2015-2016, on avait eu quand même Show Me Your Hero ou The Night Of qui était vraiment à exploser. Et là cette année on a quand même encore eu de grosses surprises et ça fait plaisir. Donc pour commencer, la numéro 5 dans les séries, les nouvelles séries lancées en 2017, on commence tout de suite avec Dark. Dark c'est la dernière du classement, mais c'est pas des moindres parce que le top 5, il faut quand même y arriver dans le top 5. Et c'est justement la dernière que j'ai regardée cette année. J'ai fini le dernier épisode là il y a quelques jours seulement et j'ai vraiment adoré. Dark c'est une série allemande donc qui est exclusivement sur Netflix. D'ailleurs ça sera je crois la seule série de mon classement qui n'est pas américaine. Et donc j'étais pas forcément très chaud justement du fait qu'elle soit allemande. Parce que nous les images des séries allemandes qu'on a, hein, c'est les trucs genre Inspecteur Barnaby ou Derrick. Donc forcément on est un peu beaucoup dans les clichés. Et ben là Dark franchement ça a juste rien à voir. C'est une série qui prend en compte le continuum espace-temps, les paradoxes temporels. De la même manière que la série Paper Girls dont je vous avais parlé dans mon top comics. Et c'est fait de manière vraiment
exceptionnel, c'est très très bien foutu. Le début, le pilote est très bon, il met bien. Après, c'est vrai que l'épisode 2 et 3 perdent un peu de leur vitesse, mais après, dès qu'on est parti dès que l'histoire démarre vraiment, bah c'est non-stop jusqu'à la fin. Et franchement, le final est excellent et annonce vraiment une saison 2 excellente. Je ne vais pas trop vous spoiler parce que c'est à découvrir. Mais en gros, donc ça parle de voyage temporel, ça c'est dit dès le début, hein, donc ne vous inquiétez pas pour ça. Et on suit un petit village d'Allemagne qui est basé, où pratiquement toute l'économie est basée sur la centrale nucléaire, qui doit normalement fermer dans les années à venir. Dans cette ville, il y a 33 ans, un enfant qui a disparu totalement du jour au lendemain et qui n'a jamais été retrouvé. Et là, 33 ans, jour pour jour après, il y a un enfant, donc qui est en plus le neveu du gamin qui a disparu, qui disparaît aussi dans les mêmes conditions. Exactement la même chose, il y a la même série d'événements, donc du coup, ça va réveiller beaucoup de choses. Et on se rend compte que tous les événements sont liés par ces 33 ans. Et on suit la série sur 33 ans, entre les années 50, les années 80 et les années 2000. Franchement, c'est vraiment très très bon. Les acteurs, faut s'y faire, hein, c'est une autre façon de jouer. Ils n'ont pas le même charisme que les acteurs américains, mais ils sont quand même très bons. C'est très bien réalisé et surtout, tout l'aspect voyage dans le temps, continuum spatio-temporel et tout ça, c'est vraiment très bien géré. Et vraiment, c'est une série à découvrir. Moi, je vous le conseille. Très très bonne série Netflix, comme d'habitude Netflix, qui font vraiment quasiment sans faute cette année 2017. En numéro 4, on parle de Netflix, encore une série Netflix, une série à format plus court, plus original. Moi, d'habitude, je préfère vraiment les séries qui durent plus d'une heure. Je suis moins fan des séries d'une vingtaine de minutes. Depuis How I Met Your Mother, j'ai pas trop regardé de séries courtes. Mais là, j'ai adoré cette série. C'est Santa Clarita Diet. Encore une fois, une exclusivité Netflix. Une très bonne série, très drôle, qui suit Drew Barrymore et... mince, j'oublie toujours le nom de l'acteur qui joue dedans. Bah, enfin bref. Et donc l'excellente Drew Barrymore, qui est une actrice que j'aime beaucoup. J'adore cette actrice. Elle a joué dans des films vraiment que j'adore, comme The Wedding Singer par exemple, ou Amour et Amnésie avec Adam Sandler. C'est parmi mes comédies romantiques préférées. C'est une super actrice, donc qu'on a vu déjà quand on était gamin dans E.T. et qu'on a vu grandir. Et là, c'est une comédie de zombies. En gros, elle devient au fur et à mesure, donc Drew Barrymore devient petite mère de famille de banlieue toute calme, qui devient zombie et qui est obligé de bouffer donc des cerveaux, des cadavres humains pour survivre. Et donc du coup, en partant de ce constat assez simple, c'est vraiment une satire des banlieues américaines. C'est très très drôle. Il y a des situations, c'est très très gore. Alors si vous avez l'estomac fragile, ne regardez pas, c'est vraiment gore, dégueulasse, mais c'est vraiment assumé. Moi j'adore les films de zombies. Je fais partie des rares gens qui ne se sont pas lassés de la mode des zombies. Donc ça passe toujours très bien pour moi. Les acteurs sont vraiment très très attachants. La réalisation est très classe, la photo est magnifique. Et franchement c'est très très drôle et ça mérite d'être découvert. C'est des épisodes courts. Et malheureusement la saison est très courte du coup, parce que les épisodes sont courts. Ça passe très vite et je ne sais pas encore si ça a été reconduit. Je crois que oui, j'espère en tout cas. Et j'attends vraiment avec impatience la saison 2. Numéro 3. Numéro 3, encore une série Netflix. Comme je vous ai dit, une grande année pour Netflix. Ils ont vraiment lancé des super séries. Et cette série, c'est Ozark. Ozark, ça suit l'excellent Jason Bateman. Très bon acteur également. J'adore vraiment. En général, dans les comédies, il a vraiment un humour pince sans rire. Très très bon. Très deuxième degré. C'est un vraiment très bon acteur. Et là, Ozark, ça suit donc un mec qui blanchit, un chef d'entreprise, un comptable, pardon, qui blanchit de l'argent pour la mafia. Son pote déconne. Il détourne l'argent de la mafia, il se fait canner. Lui, il a 2 doigts de se faire canner. Donc, il fait un deal avec eux. Il leur propose de blanchir en très peu de temps plusieurs millions de dollars. Et pour ça, il trouve une faille. Il se barre à la campagne dans la petite zone d'Ozark, qui est une zone où les bourges partent au mois de juillet-août pour claquer leur thune. Et là-bas, il va essayer donc de récupérer des business, monter un business pour détourner l'argent. Ozark, dit comme ça paraît un peu le Breaking Bad du pauvre. C'est vrai qu'il y a un peu, ça reprend un peu cette thématique-là, mais c'est vraiment très très bien foutu. Le pilote n'est pas le meilleur exemple de la série. C'est assez lent sur le pilote, même si j'ai bien aimé, mais ça décolle vraiment après. Et c'est surtout, voilà, c'est la galerie de personnages, la famille est très très bonne. On se prend vraiment à cœur. C'est un peu comme dans les Sopranos, même si on n'est pas au niveau des Sopranos, faut pas exagérer, mais les grands Sopranos de l'époque, où tu as cette famille un peu dysfonctionnelle, mais qui est quand même liée par beaucoup de choses, notamment par les secrets, des choses comme ça. Et le personnage, vraiment la grande force de la série, c'est le personnage joué par Jason Bateman, qui est différent des héros de série et de films habituels, où d'habitude les héros de série, quand il y a un problème, ils mettent un pain dans la gueule, ils vont sauver leur femme, on met un coup de pied dans la porte, ils prennent un calibre et tuent tout le monde. Ils n'ont pas suivi. Là, pas du tout. Le mec, c'est pas un casse-cou, c'est pas un mafieux, c'est pas un gros bras. C'est un mec qui a beaucoup de tchatch et beaucoup de culture, et c'est, voilà. Il se sort des situations les plus ouf. C'est très 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 bien réalisé, donc il y a des moments très stressants, et il arrive à sortir de situations vraiment ouf où tu te dis, putain, le gars va se faire enterrer vivant, ils vont le canner, ils vont pas le rendre, et il arrive à sortir de ça que par sa tchatch,
par ses arguments, par ses alibis, tout ça. Et vraiment, c'est très très bon, ne serait-ce que pour le jeu d'acteur Jason Bateman, pardon, pas Batman. Et franchement, c'est une série, si vous ne l'avez pas découvert, je vous invite une fois de plus à la découvrir. Prenez un abonnement d'un mois Netflix, ne dormez plus, mettez-vous malade, prenez un congé maladie, regardez-moi toutes ces séries et vous allez me dire merci après. Donc Ozark, excellente série policière, excellent thriller. Pareil, j'attends avec impatience la saison 2. La saison 1 laisse beaucoup de promesses à la fin. Numéro 2 du classement. Ça a été très difficile pour moi entre le 1 et le 2. Vraiment, sur tous mes classements, j'ai du mal entre le 1 et le 2. Mais il faut faire quand même un choix et le 1 est vraiment exceptionnel, je vous le dirai après pourquoi. Numéro 2, c'est pas une série Netflix pour changer, c'est une série HBO qui est vraiment impeccable, très très grand network. C'est The Deuce. The Deuce, c'est une super série donc qui est dirigée par David Simon. David Simon, c'est le créateur de The Wire, donc pour vous dire le level qualitatif. C'est vraiment très très bon. Dedans, on a James Franco qui joue le rôle principal. Il joue deux frères jumeaux. Moi, James Franco, c'est un acteur que j'adore. Je trouve vraiment très bon. Et là, il fait le défi de jouer des jumeaux, mais il s'en sort vraiment très très bien. C'est un truc un peu casse-gueule. Par exemple, je trouve que Tom Hardy, qui est un très bon acteur également, s'en est pas sorti du tout dans Légende. C'était très caricatural comment il jouait les deux frères. Là, James Franco, pas du tout. On y croit à 200%. Quand les frères sont ensemble, quand ils font des passes d'armes, tout ça, il a vraiment réussi à les caractériser dans leur petite mimique, dans leur petite tic. Et franchement, on y croit à 100%. Il y a aussi l'excellente Maggie Gyllenhaal, qui c'est pas une actrice que j'adorais pourtant. Pour moi, dans Dark Knight, par exemple, elle était à chier. Voilà. Mais pourtant, là, elle est remontée très très haut dans ma cote d'actrice. Elle est vraiment exceptionnelle. Elle a un jeu de regard très impressionnant. Elle joue une femme très très forte dedans. Et il y a une galerie de second rôle. Method Man, par exemple, qui est très très bon. Moi qui suis fan du Wu-Tang de la grande époque des 90s, ça fait plaisir de voir Method Man, que je trouve est un bon acteur. C'est pas un acteur grandiose, mais c'est un bon acteur, même s'il est un peu caricatural, mais c'est pas un problème. On a un petit rôle de Black Dog des The Roots aussi. Et donc pour situer The Deuce, alors ça c'est 100% une série pour adultes. Par contre, hein. Si vous êtes des enfants, vous pouvez pas regarder The Deuce, laissez tomber. Faut attendre vraiment d'être majeur, hein. C'est un truc de grand. Donc The Deuce, ça revient dans les années 70 du quartier de The Deuce, qui est un quartier vraiment gangréné par la prostitution, et ça va mener de ça le passage de la prostitution au porno légal. Donc à ce moment-là, les films porno existaient mais sous le manteau de façon cachée, et on va suivre là vraiment, c'est dans ce quartier-là que c'est joué le porno grand public, les peep shows, tout ça. C'est pas forcément un sujet qui me passionne à la base, mais franchement c'est tellement documenté, c'est tellement bien foutu que même si on s'en fout des 70s, du milieu porno, tout ça, bah on est pris. Pourtant moi les 70s c'est pas une époque qui me fascine. Je suis pas un passionné de porno, je m'en fous en fait. C'est pas un sujet qui m'intéresse du tout. Mais là j'ai été vraiment pris dedans. Même l'aspect de la prostitution, on voit vraiment ça d'une façon différente. Pareil, la prostitution c'est un milieu que je ne connais pas. Bah là on a vraiment une autre vision du Mac et des prostituées. Voilà, c'est pas le manichéen, oh la meuf prostituée elle est prise de force. Non, ça va vraiment plus loin dans l'aspect psychologique. C'est très très fort, c'est très très dur. Au vu du sujet, vous vous doutez, c'est très très dur, à des passages vraiment très durs, mais franchement, la galerie d'acteurs, la reconstitution des New York 70s, c'est passionnant, juste incroyable. C'est vraiment à découvrir si vous êtes un adulte. Ne vous laissez pas rebuter en vous disant « Oh, porno, ça va être racoleur et tout ». C'est pas du tout racoleur, au contraire, c'est très très glauque, très très froid, il n'y a vraiment rien de racoleur. Des séries comme Game of Thrones sont beaucoup plus racoleuses à ce niveau-là. Mais vraiment très 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 bon. Excellent James Franco, excellente Maggie Gyllenhaal. Et comme d'habitude, très très bon David Simon. Donc on arrive maintenant à ma série préférée dans les 5 nouvelles séries de l'année 2017. Ça s'est joué comme je l'ai dit avec The Deuce, mais quand même celle-ci, c'est quand même un autre niveau. The Deuce c'est excellent, mais celle-ci ça m'a encore plus pris. Cette série, c'est encore une série Netflix, du grand Netflix cette année. Et cette série c'est Mindhunter. Mindhunter, c'est chapeauté, réalisé au début d'ailleurs par l'excellent David Fincher, qui est d'ailleurs passionné du sujet, parce que ça parle des serial killers, du profilage, parce qu'il avait réalisé, je le rappelle, Zodiac ou Seven. Et franchement, Mindhunter, c'est un grand film de cinéma en série télé. Aussi simple que ça. Pareil, le pilote n'est pas le meilleur exemple de la série, parce que le pilote, c'est vraiment une mise en place du contexte et des personnages. Comme The Deuce, ça remet un contexte historique dans les années 70, ça reprend la création du concept de profilage dans la FBI, parce qu'avant ça, le FBI était blindé d'a priori pour eux on essai criminel, c'était génétique, blablabla, tout ça. Et vraiment là on a un enquêteur, donc j'ai oublié le nom de l'acteur, l'acteur est exceptionnel, on dirait Emmanuel Macron. Moi j'aime Emmanuel Macron, mais c'est un très très bon acteur, vraiment très très bon, je suis désolé j'ai oublié son nom. Et donc lui c'est un petit jeune qui est assez froid et qui se dit justement non il faut aller voir plus loin. Donc il veut étudier Manson,
qui est notamment des serial killers type Manson, et il va se retrouver à vraiment faire des interviews, être le premier à interviewer, à demander l'avis des serial killers, pourquoi ils font ça, qu'est-ce qui les conditionne, qu'est-ce qui les emmène, et il va créer toute la notion de profilage. Franchement, c'est une série, c'est difficile d'en parler comme ça sans spoiler, c'est juste passionnant, c'est un documentaire vivant. C'est tellement bien réalisé, la photo est à tomber de beauté, c'est tellement magnifique, franchement. Beaucoup de films sont moins beaux que ça. La reconstitution historique, c'est vraiment incroyable de précision. Et on est tellement pris, il n'y a pas du tout d'action. C'est pas du tout une série de serial killer où vous allez voir le gars va venger sa petite amie, même à la façon finale de Seven, tout ça. Pas du tout. Tout se joue dans l'aspect mental, dans les discussions. Et on entre clairement dans l'esprit de psychopathe, de serial killer, et c'est effrayant. Les détails, les acteurs qui jouent les serial killers dedans sont exceptionnels. Le casting est fantastique. Et on est pris, franchement, on est halté. J'ai vu les épisodes défiler à une vitesse. J'en revenais pas quand c'était le final. C'est le genre de final qui vous met un pincement au cœur. Vous dites, bordel, je vais devoir attendre 1 an. Je me souviens, je parlais avec Mme Patechou qui ne voulait pas regarder cette série. C'est une série qui l'a vraiment marqué sur cette année. Et elle-même, quand ça s'est fini, elle m'a dit, bon, mets la suite. Je lui ai dit, non, c'était le dernier épisode. Et après, j'ai cru qu'elle allait m'étrangler. Elle est devenue ouf, quoi. Parce que attendre 1 an pour avoir la suite de ça, ce n'est pas possible. La saison 2 a été reconduite, donc je suis extrêmement heureux. Mais si vous avez une série que vous devez découvrir cette année, je vous conseille vraiment Mindhunter. Incroyable, superbe série. Donc voilà, ça, c'était mon top 5 des nouvelles séries de l'année 2017. Comme vous voyez, Netflix qui truste le haut du classement avec 4 séries sur 5. Quand les gens disent que ça ne sert à rien de payer l'abonnement Netflix, et bien franchement, rien que pour ces 4 séries-là, les 120 € annuels sont vachement amortis et méritent. Moi, je veux bien leur donner leur argent s'ils continuent à faire des séries comme ça. En tout cas, chapeau bas Netflix. Et comme d'habitude, respect à HBO aussi. Même s'ils ont lancé moins de séries marquantes qu'ils ont pu le faire l'année précédente avec Show Me Hero et Night Of. Mais là, quand même, rien que pour The Deuce, ils ont tout mon respect. Maintenant, le top 5 des saisons de séries qui étaient déjà commencées les années précédentes. Numéro 5, on commence tout de suite avec la saison 3 de Narcos. Narcos, encore une fois, c'est une série Netflix. C'est une série qui fait partie du haut du panier des séries Netflix. Les saisons 1 et 2 étaient juste fantastiques. Parmi les meilleures séries créées Netflix ces années-là. Je ne faisais pas de vidéo pour en parler, mais sinon elles auraient été clairement dans mon top 5. C'est vraiment, ça suit, donc je pense que Narcos, c'est plus besoin trop de le présenter. Ça suit de façon aussi documentée, même si c'est très enjolivé, romancé, la chute de Pablo Escobar et ensuite du cartel de Cali pour la saison 3. Alors pourquoi je le mets en 5e, même si j'ai trouvé que c'était vraiment excellent, très très bon comme les saisons 1 et 2, mais on est quand même en dessous. Franchement, dans la saison 1 et la saison 2, le Pablo Escobar qui était joué de façon incroyable. Je pense que le Pablo Escobar de la série était plus charismatique que même le vrai Pablo Escobar tellement il était bon. Et donc du coup c'est vrai qu'on perd Pablo avec le cartel de Cali. Même si c'est très bon, on perd quand même l'attrait de Pablo Escobar. Donc ça reste un peu en dessous des autres saisons. Mais ça n'empêche que c'est quand même très très fort. C'est pareil, la réalisation est impeccable. Donc on perd aussi le personnage de Murphy. Donc j'aime beaucoup le personnage de Peña, qui est un très bon personnage. Mais on perd le personnage de Murphy, qui est un excellent narrateur, qui tenait vraiment la saison 1 et 2 avec Pablo Escobar de ses mains. Donc on perd un peu ces deux personnages-là, c'est un peu dommage. Mais ça n'empêche que c'est vraiment une très très bonne saison. J'attends avec impatience la saison 4 qui sera basée sur le cartel de Juarez et avec les acteurs Michael Peña notamment qui a déjà été annoncé dessus et qui est un très très bon acteur. Donc voilà, j'attends avec impatience. En numéro 4, cette fois-ci on a une série qui n'est pas Netflix ni HBO, même si elle est diffusée par Netflix en France. Cette série c'est Fargo saison 3. C'est une série du network FX aux États-Unis. Et donc comme je l'ai dit, en France, elle est en exclusivité chez Netflix. Fargo, déjà à la base, c'est un très très bon film des frères Cohen, avec mon acteur préféré de tous les temps. Je sais, je dis que c'est Oscar Isaac mon acteur préféré, mais c'est mon acteur préféré actuellement. Sinon mon acteur préféré à la base c'est Steve Buscemi, même si maintenant on le voit un peu moins. Mais bon voilà, d'où mon pseudonyme. Bref, donc ils avaient repris l'histoire de Fargo pour en faire une série. La saison 1 était incroyable. Il y avait Martin Freeman dedans qui jouait, mais franchement il t'a tombé. Si vous ne l'avez pas fait, découvrez tout de suite la saison 1 de Fargo. Parce que franchement, c'est juste ouf. C'est un thriller, c'est un long film étalé en plusieurs heures en thriller, mais c'est vraiment impeccable. Donc du coup, suite à ça qui reprenait le film, ils ont été sur des suites. Alors les saisons ensuite de Fargo se passent dans le même univers, la même ville, mais ne sont pas liées. Il n'y a pas forcément les mêmes acteurs. Il n'y a pas les mêmes acteurs même. Il y a des références. Par exemple, la saison 2 se passe avant la saison 1, mais beaucoup d'années avant. Il y a quelques références, mais sinon c'est indépendant. Mais c'est bien de toutes les voir. La saison 2 ici était exceptionnelle. Il y avait aussi un autre de mes acteurs préférés, hein. Je sais,
je dis toujours ça, mais bon, bref. Patrick Wilson qui est un super acteur. Et donc, mais j'avais quand même préféré la saison 1, même si la saison 2 était très bonne. J'avais trouvé que dommage que la saison 2 se terminait un peu, vraiment, les derniers épisodes étaient un peu ridicules. C'est dommage que ça avait un peu gâché la saison. Et là, la saison 3, on a d'autres, donc, Ewan McGregor, super acteur aussi, qui joue, pareil que dans The Deuce, il joue deux frères jumeaux. Et très très bon d'ailleurs, Ewan McGregor aussi pour le jeu des jumeaux. C'est plus caricatural que dans The Deuce, mais à la base Fargo est une série très second degré. C'est très très drôle comme série. Alors c'est un humour qui plaira pas à tout le monde. C'est pas de l'humour des gaudrioles. C'est vraiment très deuxième degré, moi j'adore. C'est un humour qui me touche vraiment. Et j'ai été très pris par cette saison. On a aussi Joaquin Phoenix qui joue donc son associé qui est très très drôle aussi dedans. Bref, je vais pas trop vous spoiler parce qu'il se passe beaucoup de choses, mais c'est une excellente cuvée, meilleure que la saison 2 qui était déjà très bonne. Mais là, la saison 3 de Fargo, franchement, grand moment. Chapeau à FX, chapeau à Ewan McGregor, Joaquin Phoenix, tous les acteurs. J'ai oublié le nom de l'acteur qui joue le méchant, c'est aussi lui qui fait le méchant dans Wonder Woman. Il est juste dégueulasse, mais vraiment flippant. Il est d'une noirceur ouf. Et très très bonne saison pour la saison 3 de Fargo. Numéro 3. Alors, pour le numéro 3, encore une saison 3. Et oui, les troisièmes saisons cette année, on fait très fort. Hein. Souvent, les saisons 3, c'est le moment de la dégringolade. Et bien là, pas du tout cette année 2017. Je vais parler de Better Call Saul. Better Call Saul, donc c'est son network AMC aux États-Unis. AMC qui est très connu pour The Walking Dead notamment. Walking Dead, eux, par contre, c'est la dégringolade totale. Mais bon, ça, on en reparlera peut-être ou on n'en reparlera pas. Et sinon, The Better Call Saul, donc c'est un spin-off, c'est un dérivé de Breaking Bad qui se passe avant Breaking Bad, sauf les intros de saison qui, elles, se passent après Breaking Bad. Si vous n'avez jamais vu Breaking Bad, je vous invite à le faire. Il n'est jamais trop tard pour découvrir Breaking Bad. C'est une des meilleures séries de tous les temps. C'est vraiment génialissime, incroyable. Bryan Cranston a créé un des personnages les plus marquants de l'histoire de la télé, des séries télé de tous les temps, sans blaguer. Donc voilà, c'était génial. Ils ont fait Better Call Saul, j'étais pas très chaud. Même si j'aimais beaucoup le personnage de Saul Goodman dans Breaking Bad, mais je me disais, ouais, qu'est-ce qu'ils ont à raconter? En plus, je suis pas très fan des préquels, je vous avoue. Je trouve souvent que c'est de la paresse. Et ben, franchement, c'est vraiment un argument pour du fanservice, mais parce que la série est totalement indépendante en elle-même et elle est vraiment génialissime. Au niveau du ton, c'est très différent de Breaking Bad, même si on retrouve des acteurs, des personnages, qui a beaucoup de clins d'œil. Mais c'est pas juste des clins d'œil, c'est pas juste du fanservice. À côté de ça, on a le droit à vraiment à toute cette dualité avec son frère, le monde des avocats, tout ça, et c'est génial. C'est une série qui peut paraître très austère à la base. C'est des gens dans des bureaux, il se passe pas vraiment de trucs. C'est très très drôle, pareil que Fargo, très deuxième degré. Moi, je suis hilar quand je regarde chaque épisode, et surtout le niveau qualitatif est vraiment excellent. Les 3 saisons se valent très bien, et la saison 3, comme pour Fargo, la saison 2 était peut-être légèrement en dessous de la saison 1, mais là pour la saison 3, ils ont été un gros cap. Pareil, je ne vais pas vous spoiler si vous avez jamais vu, je ne peux pas trop en parler en détail parce qu'il y a 3 saisons, je ne vais pas spoiler 3 saisons. Mais là, le final en tout cas est vraiment excellent. Et vivement la saison 4 est vraiment... Better Call Saul, c'est une série qui mérite d'être découverte, qui est malheureusement, je trouve, un peu trop discrète au niveau des fans de série. Numéro 2. Alors pour le numéro 2 des saisons, ça a été très difficile pour moi de partager la 1 et la 2. C'est 2 séries exceptionnelles. Les 2 séries en elles-mêmes sont exceptionnelles, sont incroyables. Celle dont je vais vous parler qui est numéro 2, c'est terminé là, donc j'ai longtemps hésité à la mettre à la place 1. Mais honnêtement, au niveau de qualitatif des séries, la numéro 1 est au-dessus. Cette série, c'est une série HBO, c'est encore une saison 3, The Leftovers. La saison 3 qui est aussi la dernière. Gros pincement au cœur avec la saison 3 de The Leftovers. Pour revenir à The Leftovers, donc c'est une série HBO qui a été lancée il y a 4 ou 5 ans, je ne sais plus. Ça a mis un peu de temps pour faire la saison 3 parce que là-bas ça devait s'arrêter à la saison 2. HBO a fait un cadeau aux fans en accordant une saison 3, mais comme ça ne marchait pas, il devait arrêter à la saison 2. C'est une série qui est exceptionnelle. Franchement, quand on a découvert la saison 1, on est devenu fou. C'est un constat très simple. Vous avez du jour au lendemain, tout d'un coup, 2% de la population terrestre a disparu. Dit comme ça paraît pas énorme, mais ils ont disparu comme ça, d'un claquement de doigts. Personne ne sait ce qui s'est passé, ce qui est arrivé. Et on suit donc les péripéties d'une famille dans une petite ville américaine suite à cet événement qui a changé le cours du monde. Dans les faits, c'est pas un chiffre énorme de disparition de personnes, 2%. Mais le fait que personne ne le sache, que tout le monde se fasse des théories, bah ça amène, est-ce que c'est la rapture, donc l'enlèvement cité dans la Bible, des bons partiront au paradis et l'enfer sur terre se déchaînera. Donc tout ça, toutes ces questions, mais c'est pas que ça franchement. Ça part d'un mystère à la Lost. D'ailleurs c'est Damon Lindelof, un des créateurs de Lost, qui s'occupe de ça. Et il s'est occupé de lui ça tout seul.
Et franchement, elle a fait du grand travail, beaucoup mieux que Lost qui était parti en levrette, comme je l'ai dit là, tout a été maîtrisé. Et chaque saison se passe dans un endroit différent. Je peux pas trop spoiler si vous avez jamais vu Leftovers, il est jamais trop tard pour le regarder. La saison 3 se passe en Australie, c'est la conclusion de tout ce qui s'est fait avant. C'est une conclusion qui m'a pris aux tripes. Franchement, chaque épisode, je les ai dévorés. J'étais comme un fou, je me suis tellement attaché à cette famille. C'est le personnage principal, je vais parler de Justin Theroux, excellent acteur aussi, très très prenant. Et franchement, le final, ça m'a marqué. Alors le final est particulier. C'est-à-dire que vous allez aimer, vous n'allez pas aimer. C'est un vrai final, pas comme les Sopranos qui se terminent sur un écran noir. Tout ça, mais moi, j'ai adoré. J'ai trouvé qu'il y avait une question dedans qui était lourde de sens. Madame Patachou, elle, a été super déçue. C'est pas ce qu'elle attendait. Elle a été déçue, elle a appris. Donc on a eu un gros débat qui a failli finir en scène de ménage, vous vous rendez compte, à cause d'une série, parce qu'on était des gros fans de Leftovers depuis le premier épisode. On a suivi ça de manière très religieuse. Et là, on était en dissension sur la fin. Moi, je vous laisse me dire ce que vous en avez pensé. Je ne veux pas spoiler pour ceux qui ne connaissent pas la série. Ça serait vraiment une honte de le faire. Mais j'ai adoré et j'ai pris un grand pied. Ça m'a fait de savoir que je ne reverrai plus cette famille, que je ne verrai plus ces personnages, ça me fait quand même un pincement au cœur rien que d'y penser. Leftovers, merci pour ce moment HBO. Les 3 saisons sont des piliers des séries télé. Un grand moment qui rejoint tout de suite mon top 3 des séries avec The Sopranos et The Wire. Leftovers, saison 3, grand moment. Vous voyez, j'ai de l'émotion rien que d'en parler. Mais c'était quelque chose de fantastique de cette année 2017 d'avoir eu la fin de Leftovers. Merci HBO. Donc voilà, dernier top 1 des séries, des saisons de cette année. Encore une série HBO donc qui se classe très très bien dans ce top 5. Je pense sans surprise que vous avez deviné c'était quoi. C'est la saison 7 de Game of Thrones. Game of Thrones, je le suis depuis le premier épisode de la saison 1. Je suis un gros fan, je ne connaissais pas les livres, je ne connaissais pas l'univers, j'ai découvert avec la série. Game of Thrones nous a habitué au meilleur, la saison 1 qui était jusqu'ici intouchable. La saison 1 avec Ned Stark, vraiment, c'était vraiment gigantesque, on n'avait jamais vu ça à la télé. C'était mieux que les films. À la télé, on avait une série mieux que les films en termes d'effets spéciaux, de grands moments, de décors, tout ça. C'était vraiment grand. Après la saison 1, qui était juste fantastique, les saisons 2, 3, 4, 5 étaient aussi fantastiques, incroyables. Un grand moment que j'attendais annuellement à chaque fois pour les dévorer parce que franchement, Game of Thrones, c'est vraiment... Je sais pas, c'est un univers, c'est comme Star Wars. C'est un autre univers, c'est vraiment le lore est exceptionnel. Mais la série avait quand même des défauts sur ces 4 saisons-là, il faut le reconnaître. C'est le nivellement, c'était très en vague. C'est-à-dire que dans un même épisode, on pouvait passer d'un moment où on était là, waouh, truc de ouf et tout, à un moment où on disait putain, mais on s'en fout d'elle. Pourquoi elle est là, notamment avec la sorcière rouge et l'autre con de Baratheon, tout ça me saoulait. Et voilà, on avait beaucoup de passages en creux de la vague. Des fois, on avait des épisodes qui étaient exceptionnels. Et les noces pourpres. Les noces pourpres, c'est un moment où je pense que tout le monde est tombé par terre. Les gens qui se sont fait spoiler les noces pourpres, j'ai de la peine pour vous. C'est tellement un grand moment de télévision, même de cinéma si on veut. C'est tellement fort. Mais à côté de ça, on avait des moments où t'en avais qui gambadaient dans la campagne, qui se faisaient un peu chier et tout, donc qui étaient en vacances de l'autre côté de la mer. Donc voilà, c'était vraiment, Game of Thrones passait du au-dessus du baromètre de qualité en dessous du baromètre de qualité dans le même épisode. Et ça, c'était un petit peu chiant quand même, faut reconnaître. Et là, je trouve qu'avec la saison précédente, la saison 6, et là avec la saison 7, ils ont réussi à casser un peu ça. Alors la saison 6 avait été incroyable. La saison 6 est quand même, je trouvais quand même meilleure que la saison 7, attention. La saison 6 avait été incroyable, il y avait des moments vraiment intenses de ouf. La bataille des bâtards par exemple, c'est fou quoi, c'est du Braveheart à la télé. Et c'était la meilleure depuis la saison 1. Là, la saison 7, j'ai trouvé le début de saison très poussif. Mais vraiment très poussif. Je me disais, oh non, encore, il traîne, mais ta gueule, pourquoi toi tu pars là et tu repars ici, arrête, bouge-toi. Et tout d'un coup, il s'est passé ce qui s'est passé dans Game of Thrones. On a eu des moments incroyables, de malade. Je ne saurais même plus vous dire les moments les plus ouf de cette saison. Mais voilà, on avait donc Daenerys avec Jon Snow. La destruction du mur par les White Walkers, ce passage-là, c'est vraiment un grand moment de télé. Et franchement, donc la saison 7, elle a commencé doucement, mais quand elle s'est terminée, là c'était obligé, c'est pour ça que j'ai mis dans mon top 1. C'est juste des moments où tu voudrais les revivre une deuxième fois. Moi j'attends la saison 8
pour me prendre l'intégrale et me refaire l'intégrale. Parce que c'est un des défauts de Game of Thrones, c'est qu'il y a beaucoup de personnages. Il y a énormément de lieux, énormément de personnages, énormément de noms. Vous voyez, rien que là, je ne sais plus si ça se passe à la saison 6 ou 7. Donc, à moins d'avoir un plan chez soi ou d'avoir le temps de se refaire toutes les séries, toutes les saisons à l'avance, ben on s'y perd un petit peu. Et ça, c'est un point un peu négatif ou alors positif parce que ça prouve que c'est grand. Mais là, sur cette saison 7, franchement, quand ça s'est terminé, on était là, on est tombé par terre. Et il y avait tellement de moments incroyables, je ne vais pas tous vous les spoiler, même si normalement ceux qui regardent Game of Thrones doivent être à jour, parce que je pense qu'avec Star Wars, c'est la série qui se fait le plus spoiler sur le net. Mais donc voilà, grande saison 7, qui a réussi à détrôner la dernière saison de Leftovers, parce que franchement, les finales, les 3 derniers épisodes, c'était juste ouf de chez ouf. Et voilà, j'attends saison 8 l'année prochaine, dernière saison de Game of Thrones. Ça va faire un pincement au cœur aussi, ça va être difficile même s'ils prévoient des spin-offs. Mais bon, il faut une fin... J'espère une fin à la hauteur de ce qui a été fait avant. En tout cas, ils ont toutes les cartes en main pour ça. Et ça promet. Donc voilà, mon bilan série de l'année 2017. Vous voyez, j'ai beaucoup parlé. Faudra me dire hein, si ça vous a plu. C'est la première fois que je parle de série sur ma chaîne. Si ça vous a plu quand je parle de série, n'hésitez pas à me le dire. Moi, je pourrais faire éventuellement des petits épisodes de temps en temps pour vous parler des séries en cours, des séries terminées, tout ça. Moi, ça m'a plu beaucoup de faire ces tops. C'est la fin des tops aussi. C'est la fin de mon année 2017 sur YouTube. Et oui, c'est pas ma fin de mon aventure YouTube, hein, je reprendrai en 2018, mais là c'est ma dernière vidéo de 2017 parce que j'ai tourné tout ça à l'avance et je veux prendre quelques jours en famille pour fêter les fêtes tranquillement avec ma petite famille. Donc moi en tout cas, j'espère que ça vous a plu, j'espère que tous ces tops vous ont plu. N'hésitez pas à me parler, me dire des séries que vous avez aimées, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, sinon si vous avez d'autres séries à me conseiller en avis, en message, sur Twitter, Instagram, il n'y a pas de problème, je suis dispo. Et moi, je souhaite vous remercier beaucoup d'avoir été avec moi. J'ai commencé ma chaîne le 21 septembre 2017. Là, on est le 20 décembre 2017. Ça fait pile poil quasiment 3 mois que j'ai commencé. Je suis à plus de 800 abonnés. J'ai plus de 15 000 vues. Franchement, je n'espérais pas tant. Je reçois beaucoup de messages de soutien, beaucoup de messages d'encouragement. Ça me fait vraiment très plaisir. Moi, je vous dis merci à tous qui regardez ma chaîne, qui vous abonnez, qui me laissez vos commentaires. Franchement, ça me touche beaucoup. J'espère que ces vidéos vous auront plu. Je vous donne rendez-vous en 2018. En attendant, je vous souhaite d'excellentes, très heureuses fêtes de fin d'année. Franchement, pensez à vous pendant ce temps-là. Essayez de profiter du bon temps, de profiter des bonnes choses, de voir le positif dans la vie. Essayez de kiffer. Prenez plein de bonnes résolutions pour 2018 que vous ne tiendrez pas dès le mois de février. C'est pas grave. Je ferai la même chose comme tout le monde. Moi, je vous dis rendez-vous en 2018. J'espère une grande année encore comme celle-là. Niveau série, niveau film, niveau comics, niveau jeux vidéo. Tout ça sur ma chaîne. Je vous dis à plus, à la prochaine, salut et bonne année!